Bon, ben, je suis content de vous revoir. On a fait l'Assemblée Générale. Bon, l'essentiel a été dit, on ne va pas y revenir. L'espoir, c'est qu'on rencontre des jours meilleurs. Les augures ne disent rien de bon. C'est pas très défavorable, c'est pas favorable non plus. On verra. Est-ce que le ciel sera avec nous? Je ne sais pas. On verra. Alors, le premier sujet dont je voudrais vous entretenir et dont je n'ai pas parlé volontairement, c'est celui de la guerre ukraino-russe. Alors, qu'est-ce que c'est que cette guerre? Eh bien, en gros, en chapeau, c'est une guerre entre les mondialistes et les patriotes. Il y a deux camps dans le monde. Les mondialistes et les patriotes. Alors, le camp des mondialistes, vous avez tout de suite pensé où il se trouve, c'est celui, bien entendu, des ennemis de Poutine. Alors, dedans, il y a les États-Unis, l'OTAN et, bien entendu, l'Union européenne. Voilà. Ces deux mondes-là ont des ambitions extrêmement fortes. L'un, le premier monde, le mondialiste, c'est en gros de faire disparaître tous les États-nations qui sont là, avec un gouvernement central qui, pour le moment, a été choisi et qui devrait être Tel Aviv. Ce serait le gouvernement du monde. Donc, disparition des États-nations, et puis, voilà, avec aussi d'autres objectifs, qui sont celui, en dehors de la disparition des États-nations, de finalement essayer de neutraliser les pays dans lesquels eh bien, le nationalisme est encore fort. Et il y en a, donc, et notamment la Russie, notamment la Grande Russie, qui s'est rétablie en 91, après la chute du mur de Berlin. Donc aujourd'hui, le principal problème, et on ne le dit jamais, c'est si cette guerre a eu lieu, elle a été déclenchée officiellement par Poutine. En fait, il y avait longtemps qu'elle se préparait. Et je pense qu'il faut comprendre un peu le mécanisme qui a poussé à ça et l'objectif. Pourquoi aujourd'hui ça s'est radicalisé? Parce qu'on pensait que Poutine, il allait baisser très vite les bras et que finalement, il ne parviendrait pas au résultat. Le principal problème, c'est pas l'Ukraine, c'est le moyen utilisé par les responsables du problème. Le problème, c'est le mondialisme, disparition des alliances. Or, le moyen qu'a trouvé ce monde-là des mondialistes, c'est d'utiliser l'Ukraine pour pouvoir justement abattre les États-nations, dont la Russie est friande, puisque de tout temps, la Russie, ça a été un pôle énorme, c'est le plus grand pays du monde en surface, et notamment pendant... aujourd'hui, la Fédération de Russie, elle est moins puissante que ne l'était, disons, le bloc soviétique, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Mais le but, c'est ça, en fait. Le moyen utilisé par les responsables, du problème, c'est d'avoir un levier et d'utiliser l'Ukraine comme moyen. Donc l'Ukraine, là-dedans, c'est un pion, ils sont rien. L'Ukraine, elle a été utilisée pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Donc on a dit, ouais, donc il faut se méfier, on va vous faire rentrer dans l'OTAN, on vous garantit la sécurité, on vous donnera tous les moyens financiers pour survivre. Voilà. Donc ça, les mondialistes, avec bien sûr les États-Unis à leur tête, ils ont préparé ce scénario-là. Et bien entendu, Poutine, qui n'est pas complètement stupide, il a compris quand même que lui, c'est un patriote. Il aime sa Grande Russie. Et donc il s'est dit, oh, ça ne passera pas comme ça. Et nous, à l'époque des tsars, la Russie, ça a toujours été un très grand pays, donc on ne laissera pas faire. Et s'il a décidé à ce moment-là de c'est parce que Zelensky, c'est un tocard fini, mais c'est le plus grand tocard qui puisse exister, il n'y a pas plus tocard que lui. Bon, c'est un comédien, mec qui a fait que du théâtre, et il a réussi. Voilà. Mais il a été soutenu, bien entendu, par les Américains, qui voulaient le mettre au pouvoir, par l'Union européenne et l'OTAN. Si on est un petit peu logique, vous ne croyez pas qu'en 91, quand le mur de... Enfin, en 89, le mur là, en 91,
Le pacte de Varsovie a disparu. C'était deux blocs, un côté le pacte de Varsovie, de l'autre côté l'OTAN. Le pacte de Varsovie se dissout, il n'y a plus rien. Est-ce qu'il était normal de conserver l'organisme de traité de l'Atlantique Nord? Non, ça ne servait à rien. Puisque, en fait, il était là pour entre deux blocs, assurer la sécurité du monde pour éviter qu'il y ait un conflit entre les deux blocs. À partir du moment où il y a un bloc qui disparaissait, c'était le cas de l'Union soviétique, eh bien, il fallait le faire. Or, ça a été une des grandes discussions à l'époque. Les Américains, bon, l'Union européenne était à la limite favorable, mais pourquoi les Américains se sont opposés? Parce qu'ils avaient déjà prévu ce scénario. Ils ont dit, pas question de dissoudre l'OTAN, parce que l'OTAN sera un levier contre Poutine. S'il y a la menace, ils savaient très bien que les restes de la guerre froide allaient être là, et que si l'OTAN continuait à exister, et notamment qu'il s'implantait dans des frontières proches de la Russie, ça allait être inacceptable par les Russes. Et surtout, un gars comme Poutine, qu'on prend pour un imbécile, mais qui est loin d'être sot. Et donc voilà, l'origine du conflit, elle est là. C'est que l'Ukraine, qui n'y est pour rien dans cette guerre, a été utilisée comme moyen pour pouvoir, disons, d'un côté que les mondialistes puissent gagner, et notamment imposer un État, une capitale mondiale, Tel Aviv, avec des États-nations qui disparaissent, et notamment l'Union européenne. Ça faisait 92, Maastricht. Bon, les États-nations, hop, disparaissent. Tout le pouvoir, il est mis à Bruxelles. En plus par des gens qui ne sont même pas élus. La commission, elle n'est pas élue, elle est désignée. Ah ouais. Mais elle est super puissante. Alors avec une Europe à 12, à 9 d'abord, à 12, à 15, c'était pas trop grave. Le problème, c'est ce qu'il fallait faire, c'était approfondir, faire un approfondissement de l'Europe. Qu'est-ce qu'on a fait? Parce que c'était pas suffisant, il fallait beaucoup de pays, donc on a fait l'élargissement. Donc à tout prix, il faut récupérer du monde. Voilà. Alors on est arrivé à 15, 18, 21, et puis 28. Alors là ça, effectivement, 28 pays, c'est pas rien. Mais ça a été construit, ces 28 pays, pour pouvoir justement être une force puissante et faire levier contre l'ex-Union soviétique qui allait se réveiller, c'est sûr. Un ours, il ne baisse pas la tête comme ça. Donc c'est parti là-dessus. Et on a choisi le tocard fini, pas plus tocard que lui, qui est encensé par l'Union européenne, par les États-Unis en disant qu'il est extraordinaire, Zelensky. Une crapule finie. Un mec qui est... Il faut voir comment il a des fortunes colossales aux États-Unis partout. Ça sur l'argent qu'il prend, bien sûr. Et c'est cet homme-là qu'on a choisi pour finalement dépouiller la Russie. La Russie, il faut la mettre à genoux. Et Zelensky, c'est l'outil. Voilà toutes les oreilles. Et ça, c'est... Alors quand je vois notre président, quand je vois beaucoup de Français qui se disent « Ouais, c'est un salopard, Poutine, il a envahi, c'est contre toutes les règles. » Mais il n'est rien, Poutine, là-dedans. C'est un pion. C'est un pion, surtout que la Crimée, ça a toujours été russe. Voilà, ça a été récupéré, la Crimée, il y a déjà un certain temps. Donc, c'est sûr que ces provinces qui sont à côté, Lugansk, l'Uest, sont des provinces dans lesquelles 95% de ces gens qui sont là, dans l'Ukraine officielle, ils parlent russe, et ils sont russes. C'est des gens qui étaient russes. Jusqu'en 1600, cette partie-là, la Crimée était russe, et cette partie-là de l'Ukraine était russe aussi. Donc, il y a des tas de gens, quand vous parlez russe, vous n'avez pas envie d'être... c'est votre langue nationale, vous n'avez pas envie d'être dans un pays artificiel qui est l'Ukraine, à laquelle on a mis un fantoche à la tête. Donc, tous les problèmes sont nés à partir de ça. Alors, comment ça peut évoluer? Alors, c'est très complexe de le dire. Il y a plusieurs scénarios possibles. Soit Poutine, qu'on essaye de pousser à l'irréparable, il pète un câble et il utilise effectivement des armes, pas forcément nucléaires, mais au minimum chimiques, parce qu'il en a, qui font beaucoup de dégâts, et parce qu'il se dit, bon, je ne les récupérerai pas, vous savez qu'il a nationalisé quatre petites républiques, complètement à l'est, mais qu'en fait... ça a fait sourire le monde entier en disant qu'il n'a pas le droit de le faire. Donc aujourd'hui, comment ça va évoluer? Bien, ça va dépendre de la volonté des États-Unis, qui sont les maîtres du monde, il ne faut pas se leurrer. Les États-Unis,
l'OTAN, sans eux, il n'y a pas d'OTAN. Vous savez que, pour comprendre, le budget militaire des États-Unis, c'est 4 fois le budget des 27 pays de l'Union européenne. 4 fois, voilà. Le budget de la défense des États-Unis, retenez bien ça, c'est 4 fois celui des 27 pays réunis. Vous voyez qu'ils ont besoin de personne. Mais si, la caution politique, ça c'est énorme. Donc, à faire comprendre à l'Union européenne qu'elle est indispensable pour pouvoir se débarrasser de l'ogre russe, c'est formidable. Donc, est-ce qu'ils vont réussir ou pas? Ça va dépendre de la réaction. Poutine, il n'est pas débile. Alors, il est malade quand même. Hein. Il n'a pas, je dirais, la santé mentale, il l'a, mais physiquement, on l'a vu, il est un peu bouffi quand même. Alors, on voit que c'est quand même quelqu'un qui a des problèmes de santé. Alors, les gens brodent là-dessus, on ne sait pas exactement quoi, mais il n'est pas à 100% de ses moyens. Parce que c'est sûr que c'est un adversaire qui est redoutable. Il a été élevé au KGB, il a fait toutes ces armes-là, chef du KGB. Le KGB, vous savez ce que c'était à l'époque? Le KGB, c'était vraiment une boutique. C'était soit remplir la mission, soit mourir. Hein. Il n'y avait pas de cadeau. Hein. Et lui, il a été le chef de ça. Donc c'est un gars qui a des tripes. Mais il est diminué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va faire? Personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que médiatiquement, les deux pays se reprochent des tas de choses. Pour déclencher justement, Zelensky ne se rend pas compte qu'il est mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour on lui dit, ah non mais vous n'êtes pas tout seul, vous allez avoir des armes. Bon, en France aujourd'hui, on va instruire 2000 Ukrainiens militairement. Tous les pays de l'Union européenne ont versé des sommes considérables. On a donné 18 César, le canon longue portée, on en a 10 supplémentaires qui vont être fournis, on fournit toutes les munitions, on a des officiers français qui sont hélas de l'autre côté, envoyés par notre petit nain, Jupiter Ier. Voilà, donc tout ça Poutine le sait. Alors Poutine, soit il attend le faux pas, des Américains qui retournent là parce qu'il sait très bien que c'est pas l'Ukraine qui est son adversaire, que l'adversaire en face c'est d'abord les États-Unis avec comme allié l'Union européenne, hein, et puis l'OTAN qui est la force armée, hein, parce que l'OTAN c'est les États-Unis. Ceux qui pensent, je vous dis quand je vous donnais le rapport du budget que les 27 pays réunis ont un budget 4 fois inférieur à celui des États-Unis, vous voyez bien qu'on n'est pas dans les mêmes proportions. Voilà, donc ce qui a été fait par Poutine, à mon avis, c'était prévisible, c'est-à-dire la nationalisation des quatre petites républiques qui jouxtent la frontière russe et qui sont une menace pour lui, parce que si là, effectivement, l'OTAN s'installe, bah lui, on est à 600 km de Moscou, avec des armes nucléaires, donc lui, ça dit, c'est insupportable. C'est ce qu'il y avait à l'époque de l'affrontement des deux blocs, mais à l'époque c'était justifié puisqu'il y avait d'un côté le bloc soviétique et de l'autre côté le bloc occidental. Aujourd'hui ça n'a pas de raison d'être. Et ceux qui ont poussé à l'époque au maintien, ce sont les États-Unis. Pourquoi? Je ne suis pas gaulliste, mais pourquoi De Gaulle en 1966 il a décidé de quitter l'OTAN? C'est parce qu'il avait compris que ce machin, comme il disait, c'était une machine à créer un bordel innommable compte tenu de la puissance militaire que ça représentait. Il espérait que d'autres pays suivraient. Malheureusement, il n'y a pas d'autres pays, il n'y a eu que la France. Mais ça nous a permis d'abord de développer notre armée, parce que sinon, sous le chapeau américain, les gens disent, mais pourquoi on bougerait? Les Américains, ils assurent tout, armes nucléaires, tout. Non, il y a des tas de pays. Pourquoi on développerait une force européenne, ou des pays, alors que le bouclier américain suffit largement à protéger tous les pays? Donc nous, et grâce à De Gaulle, et pourtant je ne suis pas gaulliste, pour connaître, on a quand même une armée encore digne de ce nom, constitué de professionnels, qui a des capacités militaires indéniables. Pas une guerre ce qu'on appelle de haute intensité, c'est-à-dire celle qui se passe actuellement en Ukraine. Ouais, on est capable de faire, des OPEX, voilà, où il y a 3-4 000 bonhommes, où en face de nous, il y a presque des gens avec une arbalète. Voilà, ça oui, mais faire aujourd'hui une guerre moderne avec les effectifs que l'on a, c'est pas possible. L'armée de terre, en 1996, elle faisait 360 000 hommes. Aujourd'hui, elle arrive à 93 000, en incluant des civils dedans, c'est-à-dire divisé par 4.
On a vendu tout notre patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de départements, ce sont des déserts militaires. C'est ce que je disais à certains tout à l'heure. Parce qu'on s'est débarrassé de casernes dans lesquelles il y avait des régiments. Et puis on n'a plus l'apport, surtout, c'est ce qui nous a affaibli, du service national. Ah ouais, il y avait 400 000, entre 400 et 450 000 jeunes chaque année qui passaient sous les drapeaux. C'est vrai que le service, il était qu'à 10 mois, mais malgré tout, ça vrai. Et c'est vrai que c'était une ressource qui permettait de garder une armée quand même moderne, même si les gens n'avaient pas les capacités qu'ont aujourd'hui les professionnels. Mais on n'avait pas besoin de mener une guerre. Alors aujourd'hui, on brandit une guerre de haute intensité. On va faire la guerre contre qui? De haute intensité. Et moi, c'est contre l'Empire russe? Qui est-ce qu'on veut avoir? Il n'y avait aucun risque qu'il y ait une guerre de haute intensité. C'est pour ça que d'ailleurs, à juste titre, on avait abandonné, disons, à la fois le service national et autres. Mais donc, aujourd'hui, l'incertitude, elle pèse sur est-ce que les Américains, qui sont en fait les pilotes de ce mondialisme, de ce combat mondialiste contre le patriote, est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? C'est-à-dire provoquer la réaction sans limite de Poutine. Et c'est de la provocation. Ils le font en disant, mais si, là. Alors on dit, ouais, il va utiliser des armes chimiques. Ah non. Donc, vous avez vu que là, en plus, bon, il est habile. Il a fait les revues de toutes ses troupes, y compris la préparation des forces nucléaires. Donc voilà, c'est un combat d'abord médiatique pour pousser l'autre à la faute. Les Américains qui ne sont pas débiles, ils ne veulent pas que ce soit eux qui déclenchent. Donc, il ne fait rien, le président des États-Unis. En plus, c'est un tocard fini. Il faut reconnaître que, bon, tout le monde n'aimait pas Trump, mais c'est quand même une autre pointure. Biden, waouh, pour trouver plus mal, on ne peut pas faire. Donc aujourd'hui, le risque, il est que le président des États-Unis, lassé de voir que finalement ça ne se règle pas, que l'ogre russe n'attaque pas directement le pays qui est en face. Et donc il arrive à se dire, bon ben finalement je vais mettre les forces de l'OTAN et on va régler le problème. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a une attente des deux côtés en disant qui le premier va provoquer l'engagement. Voilà. Et c'est difficile de le dire parce que Poutine, il sait très bien quel est l'enjeu, qu'il va être accusé d'être un tyran qui a déclenché la guerre. Mais Biden sait aussi que les pays occidentaux, l'OTAN, c'est lui, et que donc avant de déclencher ça, c'est pour ça qu'il tempère quand même. Il dit, ouais, on va vous aider, on continue. Alors Zelensky, il braille, il sait très bien que les États-Unis, il a le téléphone régulièrement avec Biden, il essaye d'obtenir plus de lui, ben il se dit, puisqu'ils ne veulent pas déclencher, il me faut des trucs pour me défendre, parce qu'on va avoir des problèmes énormes avec l'armée russe qui est en face. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en a un qui commettra une faute? Jusqu'à maintenant, personne n'a commis d'erreur. Biden est bien conseillé parce que, bon, il est sénile, l'ancien, il faut le reconnaître. Quand on le voit, on se dit ça, chef de la première puissance du monde, des fois il bafouille, et des fois on voit que s'il n'a pas à côté de lui ses conseillers qui lui disent il faut dire ça, monsieur le président, donc c'est un ersatz de président de la première puissance du monde. Mais militairement, ils sont encore... Voilà. Alors qu'est-ce qui se passera? Je crois que personne ne peut le dire. Personne. Les gens qui sont les plus qualifiés aujourd'hui, en diplomatie haute, disent tout est possible, y compris l'emploi du nucléaire. Moi, j'y crois pas personnellement, parce que je pense que des deux côtés, on connaît la capacité de l'armement nucléaire que possèdent à la fois les Russes et aussi les Américains. C'est un cataclysme. On peut rayer de la carte plusieurs pays si on veut. Voilà. Et il n'y aura pas moyen d'arrêter. Donc ce qu'il faut surtout, c'était des armes qui avaient été construites pour dissuader, des armes de dissuasion. C'est-à-dire, on brandit un bouclier extrêmement fort qui fait que ne vous risquez pas à nous attaquer parce qu'on ne vous fera plus de dommages avec notre potentiel nucléaire que ce que vous pouvez faire en nous attaquant. Donc ne nous attaquez pas. Puisque nous, en riposte, on a le potentiel de vous réduire ensemble.
Et ça a marché très longtemps, ce concept de dissuasion. Aujourd'hui, justement, on mélange tout, on en fait d'armes de dissuasion des deux côtés, entre le bloc de l'Est et de l'Ouest. Aujourd'hui, on fait des armes, en fait, offensives, puisqu'on dit on va utiliser ça. Et ça, c'est un jeu, c'est un dialogue qui... Voilà, est-ce que ça sera? Moi, je pense qu'elles ne seront pas utilisées. Voilà. Biden, il n'est pas fou. Et quoi qu'on en dise, Poutine ne l'est pas non plus. Il sait très bien que celui qui emploiera le premier l'arme nucléaire, eh bien, il amène un cataclysme sur le monde et qu'on ne sait pas où ça s'arrêtera. Voilà, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Et beaucoup de pays d'Europe peuvent être rayés de la carte. Ils ont ce qu'il faut, les Russes. Ils ont, en armement nucléaire, ils ont pratiquement plus que les Américains. Mais les Américains, on croit, ils ont des armes plus modernes, mais avec un potentiel, je dirais, ce qu'on appelle un petit peu de la puissance de l'arme, qui est inférieure. Et puis, les Russes ont beaucoup de sous-marins, ils ont dessus. Ces gens-là, ils sont en mer comme nous, on n'en a plus qu'un qui va en mer en permanence. Mais avec un sous-marin qui est à 300 mètres de fond, posé sur le fond dans la mer du Nord, vous ne pouvez rien faire. Rien. Si on lui dit, hé mec, t'appuies sur le bouton, le commandant là, qui est un capitaine de vaisseau, eh ben, il a 6, 12 ou 18 missiles, il appuie, et tout ça, ça part sur des cibles qui ont été fixées à l'avance, et on ne les arrête pratiquement pas. Donc tout le monde sait très bien ce que ça représente, l'utilisation de l'arme nucléaire. Et les souvenirs d'Hiroshima et de Nagasaki sont tels qu'au Japon, il y a encore des descendants des familles qui sont là-bas, qui sont touchés par les séquelles de l'emploi de ces armes, qui étaient des armes de petite puissance, 20 kilotonnes. Aujourd'hui, on parle de 100 mégatonnes, c'est-à-dire 50 fois ça. Et quand vous voyez qu'il y a eu 300 000 morts à Hiroshima, près de 400 000 à Nagasaki, vous vous rendez compte aujourd'hui ce que ça représente? C'est des millions et des millions de morts. Donc je pense que, je ne dis pas que c'est la sagesse qui va conduire, mais c'est un jeu de poker menteur en fait. Fait de la surenchère haute. Mais je pense que la lucidité et le bon sens fait que l'arme nucléaire ne sera pas employée. Alors comment ça se réglera? Il y aura une concession à un moment, parce qu'on ne peut pas continuer à dire on va aider Zelensky, alors on lui a envoyé des armes, on en envoie. Maintenant, c'est des milliards que l'Europe lui déverse, chaque pays nous. Maintenant, on forme des... Puis il y a quand même des gens qui ont été, hein, des Français, voilà. Des gens de la DGSE qui ont été de l'autre côté, pas en uniforme français, mais voilà. Ça c'est quand même sûr. Et Poutine, il a tout ça aussi, il sait très bien hein, que... Donc, cette guerre de civilisation entre mondialistes d'un côté, c'est celle qui va guider, je dirais, les 20 premières années. Parce que même si ça se stoppe là, les mondialistes, ils veulent gagner. Ils veulent faire disparaître les États, donc ils utiliseront d'autres leviers. Un des leviers qui a été utilisé, ben c'est la guerre que vous avez tous connue avec le Covid. C'est les mondialistes qui l'ont manipulé, qui l'ont mise en place. Voilà, ça c'est sûr, on le sait. D'ailleurs, il y a maintenant des gens qui le reconnaissent. C'est un moyen d'amener les États-nations à disparaître et à accepter le joug d'un gouvernement central. Et il y a d'autres choses derrière qui seront prévues progressivement dans le temps. Ceux qui lisent un petit peu de la littérature, vous avez un homme qui était le conseiller particulier de Mitterrand, qui s'appelle Jacques Attali. Jacques Attali qui est une tronche, hein, mais vraiment, ah ouais, c'est un mec, il est sorti major de l'ENA, major de Polytechnique, c'est un cerveau, une machine à aider. Et ce gars-là était le conseiller, il avait le bureau qui touchait celui de Mitterrand, et lui, il a écrit un bouquin, pour ceux qui ont la curiosité, vous le retrouverez, je n'ai pas le titre en tête là, dans lequel il avait exactement décrit, de A jusqu'à Z, tout ce qui s'est passé depuis 2020. Ah ouais. Mais alors, presque à la virgule. Parce qu'il est dans le cercle des gens de ce monde, c'est difficile de savoir le chiffre, mais au moins une cinquantaine. Dedans, il y a des chefs d'État, et il y a surtout des gens richissimes qui ont des milliards et qui permettent finalement de faire ce qu'ils veulent sur la planète. Et il y a des chefs d'État qui suivent, et il y a d'autres chefs d'État qui ne suivent pas. Alors nous, on est un bon suiveur, hein, surtout depuis l'arrivée de Jupiter. Jupiter, lui, il
vraiment un admirateur sans borne du mondialisme. C'est pour ça que dès qu'il va hors de France, il critique son pays, donc les Français, eh bien, on n'est rien pour lui. À la limite, avec Hollande, il y avait descendants, mais lui, c'est bien pire ce qu'il fait. Parce qu'en plus, il dit du mal de la France et des Français que quand il est à l'extérieur, jamais quand il est à l'intérieur. Alors que le rôle d'un président, dans un monde constitué, c'est d'abord de s'occuper de son pays, d'obtenir le bien de son peuple, et d'utiliser toute sa puissance, sa volonté pour essayer de valoriser son peuple. Lui, il fait le contraire. Il a eu un bilan catastrophique, mais il a été réélu. C'est un vrai mystère. Aujourd'hui, c'est à peu près comme pour Mitterrand. Quand ils ont lui posé la question, qui a voté pour Mitterrand? Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ah ouais, non, mais moi, je n'ai pas voté pour Mitterrand. Non, j'avais voté pour Giscard. Quand il a été réélu en 82, pareil, il a été réélu. Voilà. En 2012, Sarko, il avait une chance de passer, il n'est pas passé. Bon, il n'a pas été très bon dans la campagne, mais il pensait qu'il allait passer l'autre en face. Bon. Il a eu, c'est prouvé, 91% des musulmans, ils ont voté pour Hollande. Non, il est passé. Ah, l'écart n'était pas énorme. 15 jours de campagne de plus, il ne passait pas. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que, à l'époque, l'ami Sarko, eh ben, c'est un mondialiste. Il a dit, voilà, la société, elle sera entièrement métissée, donc il faut du brassage entre les populations. Et il faut nécessairement donc il y ait des provinces dans le monde avec un gouvernement central qui gère tout ça, brassage avec des migrations, d'où le pacte de Marrakech, qui a permis les migrations libres dans le monde entier entre tous les pays. Voilà. Donc tout ça c'est savamment orchestré. Alors il y a des obstacles, parce que tout le monde ne suit pas. La Chine, ils ne suivent pas, ils ne sont pas du tout ça ne les intéresse pas. Et la Chine, c'est 1,5 milliard d'habitants, c'est pas rien. Voilà. L'Inde, c'est pas non plus une Inde qui suit aveuglément. Donc, disons, il y a des obstacles à ce monde, à ce mondialisme dans lequel on fait disparaître des États-nations, mais il y a et puis, il y a la rivalité États-Unis-Chine. Les Américains, ils ne sont pas fous, ils savent que dans 7-8 ans, la Chine sera numéro 1 dans le monde. Économiquement. Ils seront avant. Ah, pas l'armée, non, l'armée, elle sera l'armée des États-Unis. Et ça, ils peuvent. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des équilibres qui peuvent se produire. Les mondialistes veulent gagner, mais ils n'ont pas tout lié. Est-ce qu'ils gagneront? J'en suis pas sûr. Il y aura le réveil des patriotes dans beaucoup de pays qui diront, mais nous, on n'est pas une province, on n'est pas une province d'Europe. On est les Gaulois. On a été fiers de l'être, on est en gros, la France est la fille aînée de l'Église, on a encore 41 000 églises, qui sont certaines occupées, d'autres qui ne le sont pas. L'islam, c'est pas notre... Et c'est une autre civilisation. Donc, il va y avoir des brassages, mais personne ne peut dire comment ça va se passer. Personne. C'est trop... Mais c'est sûr que l'issue de ce conflit ukraino-russe, il va être déterminant pour la suite. En fonction de qui va perdre ou qui va gagner, si Poutine y perd, alors le mondialisme va s'installer partout, sauf en Chine. Si Poutine arrive à équilibrer, alors ça changera tout, les États-nations, ils pourront continuer à vivre. Nous, avec la présidente de la commission qui est en place, Ursula, on a des soucis à se faire. Voilà. Et ces gens-là ne sont pas élus, ils sont désignés. Ils sont plus puissants que n'importe quel chef d'État du monde, avec 27 pays, vous vous rendez compte? Alors la plus grande erreur de l'Europe, ça a été de ne pas faire l'approfondissement avant l'élargissement. Il fallait, quand il y a 6-9, c'est facile d'agréger, d'avoir des pays au même niveau. Puis après, on a reçu des pays qui étaient presque au Moyen-Âge, qu'on était en train de prendre chez nous. Mais ils ne pouvaient pas rentrer dans l'Union européenne. Mais il fallait la faire vite, justement, pour pouvoir arriver après faire ce concept de mondialisme. Et donc, on ne sait pas, je pense, ce que donnera cette évolution de ce monde bipolaire, les mondialistes d'un côté, les patriotes de l'autre. J'espère que les patriotes triompheront. Ben nous, si vous êtes là, c'est pour que les patriotes triomphent. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce premier sujet. Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? Après, on en traitera un autre. Militairement, quelle est la position de la Chine? Militairement, c'est-à-dire, vous voulez dire quel est leur potentiel? Bon, le potentiel militaire, la position vis-à-vis du conflit. Voilà. Les Chinois,
Vous savez, ils ont la haine des États-Unis. Ils sont en conflit depuis 20 ans pour être la première puissance du monde avec les États-Unis. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus proches de la Russie qu'ils ne sont des États-Unis. C'est une partie de bras de fer et les Américains en sont bien conscients. Mettre la Russie à genoux et lui faire perdre l'équilibre de sa place en Europe, c'est évidemment en même temps toucher la Chine, qui est, on le sait très bien, l'allié, même s'ils n'ont pas l'allié, ils ont 4000 km de frontières communes, les deux pays, la Chine et la Russie. Donc on sait très bien que... Or, je pense qu'ils ne commettront pas l'erreur, justement, de mettre en place ce pilier qui serait celui de la Russie et de la Chine. Parce que la Chine va être la première puissance économique, en gros, dans 5 ans, ils le seront. Les États-Unis le savent. Donc le moyen, il faut gagner de vitesse pour gagner, là, dans les mondialistes, avant que la Chine soit la première puissance économique du monde. Et ça les Américains, c'est pour ça qu'ils ont l'espoir que si Poutine était battu, ça affaiblirait ce camp-là, qui est le camp, la Russie et la Chine, ils ont toujours été très proches. Et toutes les guerres qui ont été menées dans le monde dans ces 20 dernières années, c'est des guerres qui ont été déclenchées par les Américains. Toutes. Vous pouvez regarder, toutes. Et toutes perdues. Voilà. Ouais, toutes perdues, enfin ouais, mais ils ont fait du mal quand même. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la Chine, à mon avis, ne bouge pas parce qu'elle n'a pas de raison de bouger. Ils sont au moins moralement les alliés de Poutine. Les États-Unis le savent aussi. Et donc c'est pour ça qu'ils sont prudents. Il y a des choses qu'ils ne feront pas. Actuellement, la Chine, son gros problème, c'est Taïwan. Donc ils ne veulent pas mettre en avant le problème russe. C'est Taïwan. Taïwan que les Américains voudraient récupérer. Puisque vous savez que Taïwan, c'était la Chine. Jusqu'en 1947, Taïwan était chinois. Voilà, ouais. Et pour les Chinois, tant que ce pays sera indépendant, soutenu par les États-Unis, eh bien, ils essaieront d'éloigner la Chine et de défendre. C'est pour ça qu'ils aident énormément Taïwan au plan militaire pour éviter que Taïwan rentre à nouveau dans le giron. Parce que ça renforce. C'est un des dragons. Voilà. Taïwan, c'était un des 4 dragons. Économiquement, c'est un pays qui marche remarquablement. Et bien sûr que les Chinois préféraient l'avoir avec eux que contre eux, soutenus par les Américains. Mais toujours dans le conflit russo-américain, la Chine doit quand même savoir que si Poutine perd, c'est elle qui après... c'est pour ça qu'à mon avis, il n'a pas perdu. Hein. Non, Notre président, il prétend avoir régulièrement Helsinki, Poutine, et puis le pantin Zelensky, mais Poutine, il a régulièrement au téléphone le président chinois, qui vient d'être réélu. Et donc, réveiller l'ours chinois, à mon avis, c'est pas dans le jeu des Américains. Ils savent très bien que tant que Poutine, il pactise avec la Chine, surtout le président vient d'être réélu, et c'est son 3e mandat. Donc tout ça équilibre. C'est pour ça que la guerre réelle, avec l'utilisation du nucléaire, j'y crois pas. Ou alors il faudrait que l'irrationalité soit arrivée, c'est-à-dire que les gens ne soient plus rationnels, mais comme à ce niveau-là, il y a quand même des gens rationnels, à mon avis, ça ne se produira pas. Ça ne se produira pas. Et je pense que les mondialistes ne gagneront pas. Ils ne gagneront pas, malgré la volonté de Biden. Ils ne gagneront pas, et que c'est les patriotes qui finalement, enfin les pays qui sont pour le maintien d'États-nations, qui continueront là. Voilà. Après, il y a des gens qui pensent le contraire en disant de toute façon c'est trop tard, on a déjà perdu, il n'y aura plus d'États-nations, il n'y aura que des provinces. Avec circulation libre de tous les habitants de tous les pays, donc race métissée, même Sarko a dit ouais, bon, on sera tous métissés dans 15 ans. Voilà. Il a dit ça, c'est un de ses propos, qu'il a dit. Voilà. Donc Sarko il est pour la mondialisation. Enfin, pas la mondialisation, le mondialisme, c'est pas pareil. La mondialisation, c'est les échanges qui circulent entre tous les pays, entre les personnes, les biens autres. Le mondialisme, c'est un gouvernement central qui serait et qui domine, et puis des provinces qui suivent. Voilà. Un peu comme nous, on se trouve aujourd'hui avec l'Union européenne. Faut pas croire. Aujourd'hui, on n'a plus aucune liberté. On n'a plus rien.
C'est l'Union européenne qui décide de tout. En plus, nous, on verse le double de ce que l'on reçoit. C'est un des pays qui est le plus contributeur, c'est la France avec l'Allemagne. Mais en contrepartie, il faut voir ce qu'on verse. Or, il y avait un tel déséquilibre entre tous ces pays. Il y avait des pays qui ne pouvaient pas rentrer, les pays de l'Est de l'Europe, ils avaient presque pas un siècle de retard, mais 30 à 40 ans de retard. Il fallait donc faire approfondir, peut-être avec 9, 12 ou 15 pays maximum, avant d'élargir après cette Europe-là. On n'est pas du tout au même niveau, c'est pas possible. Donc construire ce monde-là, cette Union européenne, c'était une erreur énorme. Alors il y a des dire, ah ouais, il aurait fallu faire l'approfondissement. Trop tard. Si les Anglais sont sortis, c'est pas pour rien. Hein. S'il y a eu le Brexit, nous, la meilleure chose qu'on pourrait faire, si on était intelligent, c'est faire le Frexit, s'en aller. On pourrait avoir notre monnaie, on pourrait tout avoir. Voilà. Bon, vous savez comment on finit traditionnellement donc, nos réunions, quelles qu'elles soient. On pense d'abord à Rouget de Lille, parce que c'est lui qui l'a écrit, cette Marseillaise, qui est un chant guerrier, c'est vrai, mais qui mériterait d'être mieux connu des Français, parce qu'en dehors du premier couplet, il y en a d'autres derrière, qui sont des couplets assez extraordinaires. Voilà, et il est dommage qu'aujourd'hui, ce chant qui est notre hymne national, soit contesté par certains, parce que justement, il est un chant guerrier qui pousse. Donc, un guerrier, à quoi ça sert? Donc, nous, on est des patriotes, alors on va le chanter avec nos tripes. Donc, vous y mettez tout votre cœur. Vous pensez à tous ceux qui sont morts pour la Marseillaise. D'abord, tous les sans-culottes qui en 89 et 92 ont payé le prix fort. Parce que le plus tué, ça n'a pas été dans le camp de la bourgeoisie haute, ça a été dans le camp des sans-culottes. Et puis, pensez aussi aux Vendéens. Vous savez, le génocide de Vendée, il n'a jamais été reconnu par la France. Jamais les républicains l'ont reconnu, parce qu'il y a eu 300 000 morts, dont beaucoup de bébés cloués sur les portes des églises, cloués comme ça, vivants, sur les portes des églises, pour pousser les Vendéens à ne pas mettre en cause la République. Donc vous voyez, le repentir sur la guerre d'Algérie ou autre, pour moi, il est moins important que la non-reconnaissance officielle du génocide vendéen, qui est une tare tant que la France n'aura pas reconnu. Parce que c'est sur notre terre. Il faudrait reconnaître que la République, elle a été totalement défaillante, et que ça a été un scandale, le comportement. Et qu'on a envoyé des gens, des généraux qui étaient des bouchers, qui ont été là-bas pour exterminer les Vendéens. Et donc, si vous avez un jour une action, vous ayez un poste important, essayez de défendre ce principe de reconnaissance de ce génocide de Vendée, qui est quelque chose, tant qu'on ne l'aura pas fait, qui sera une tare profonde dans l'histoire de la France. Voilà. Pour le reste, eh bien, on y met tout notre cœur, toutes nos tripes, pour penser bien sûr aux poilus. Les poilus, vous savez, dans les cimetières, ils sont encore les plus nombreux. 1 500 000 morts au combat et 2 100 000 gazés qui sont morts après dans les 3 ans qui suivaient. Ça fait à peu près 3,5 millions de morts. Tous ces gens-là, ils sont dans des cimetières. Et je suis sûr que si l'âme existe, pour ceux qui croient, elle existe, et c'est peut-être mon cas, ces gens-là aujourd'hui doivent se poser des questions sur dire, mais c'est des Français qui sont en place, là, c'est des Français. Mais où sont les Gaulois? Où sont tous ces gens qui sont morts pour ce pays, qui leur collait vraiment? Et je pense que donc nous, rien que ça doit nous pousser à dire, on ne peut pas laisser faire ça. Rien que pour eux. Rien que pour eux. Voilà, alors avec tout ça dans la tête, on va chanter avec nos tripes la Marseillaise.